Voilà, on voit ces réactions au Maroc et on revient vers vous, Ousmane Diaye. Sur cette question aussi du rapport donc, avec le continent de Jacques Chirac, est-ce qu'on peut dire qu'il a été faiseur de roi sur le continent ? Oui, Marion, et deux exemples illustres. Le premier exemple, le Congo-Brazzaville en 1997. Alors, c'est avec l'aide de Jacques Chirac que Denis Sassou Nguesso renverse par les armes Pascal Lissouba, qui était le président élu. Et cet épisode a fait des milliers de morts et a plongé le Congo jusqu'à présent dans une sorte de crise politique délétère dans laquelle le pays est toujours englué. Deuxième exemple, le Togo. En 2005, le dictateur Faure Gnassingbé, ami personnel de Jacques Chirac, meurt et Jacques Chirac va parrainer le fils, Faure Gnassingbé, pour faire un coup d'État institutionnel qui reste dans les annales de l'histoire africaine, de l'histoire de la coopération France-Afrique. Et puis bon, Chirac, c'est quand même l'homme qui disait en février 90 à Abidjan que le multipartisme est un luxe pour l'Afrique. Merci Ousmane Diaye d'avoir été avec nous. On va passer maintenant au reste de sa politique étrangère, le reste du monde pour Jacques Chirac. Quelle politique a-t-il menée à la tête de l'État français pendant 12 ans dans le monde? On voit cela maintenant avec Maëva de Froyenne. Juillet 1995. Jacques Chirac, tout juste élu président de la République française, fait une annonce très controversée. Il autorise une ultime campagne d'essais nucléaires en Polynésie française. J'ai décidé de les reprendre parce qu'il en allait de la sécurité, de la fiabilité, de la sûreté de notre force de dissuasion. Une décision qui lui vaut de vives critiques à l'international, mais aussi en France. Le 22 octobre 1996, en visite à Jérusalem et dans une grande confusion, Jacques Chirac n'arrive pas à approcher les Palestiniens venus le saluer. Il hausse alors le ton face à la police israélienne. Jacques Chirac, c'est aussi ce discours au sommet de la Terre à Johannesburg en 2002. Des mots qui semblent aujourd'hui prophétiques et qui, à l'époque, ont mis la France sur le devant de la scène en matière d'écologie. Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Mais le fait le plus marquant de l'ancien président sur la scène internationale, c'est probablement son opposition à la guerre en Irak en 2003. Jacques Chirac refuse que la France intervienne aux côtés des États-Unis. Il menace même Washington d'utiliser son droit de veto au Conseil de sécurité de l'ONU. Les États-Unis partiront finalement en guerre sans l'aval des Nations Unies et sans la France. Et merci Marc Semo d'être avec nous. Vous êtes journaliste au Monde et chargé des questions diplomatiques. Merci aussi Patrick Stefanini d'être avec nous. Vous avez été le directeur de la campagne présidentielle de 1995 pour Jacques Chirac. Merci donc d'être sur notre plateau. On va revenir justement sur cette question de la politique étrangère. Est-ce que c'est vrai, ce qu'on a beaucoup dit d'ailleurs dans les dernières 24 heures, est-ce que Jacques Chirac était plus visionnaire sur sa politique étrangère que sur sa politique intérieure, Marc Semo? Disons qu'après 1995, les grandes grèves et le fait que les réformes ont été arrêtées, le champ qui lui restait était celui de la politique étrangère. Ensuite, Jacques Chirac est l'héritier d'une grande tradition, qui est celle du gaullisme, ensuite qu'on a appelé le gaulo-mitterrandisme en politique étrangère. Donc, naturellement, il pouvait s'y déployer. Et de fait, ça a été une grande politique étrangère, au point qu'on voit aujourd'hui Emmanuel Macron, quasiment explicitement, se mettre dans ce sillage-là, revendiquer cet héritage, doublement. Le revendiquer dans les méthodes, c'est-à-dire dans un monde diplomatique extrêmement codifié, où chaque chose est calculée, etc. Jacques Chirac avait compris l'intérêt de l'imprévu, de la rupture, de la chose donc, qui marque. On a vu là, avec ce film, sa visite dans la vieille ville de Jérusalem en 1996, où il dit aux gardes frontières israéliens... Il semblerait que ça a été un peu préparé parce qu'il savait que Benjamin Netanyahou ne voulait pas qu'il aille dans la vieille ville. Donc, sinon, je retourne dans mon avion. Ouais. Bon, ça a été ses discours sur l'Irak. Donc, il y avait de la part de Jacques Chirac déjà cette grande conscience de la manière. Et ensuite, sur le fond, c'était cette idée, cette constante, qui était celle d'une France alliée, fidèle à ses alliances atlantiques, mais pas alignée, pas vassale, qui faisait entendre sa différence. Et on l'a vu notamment au moment de la guerre d'Irak. Donc il avait cet héritage, et comme de fait, surtout dans le second mandat, où il était totalement borduré
par un gouvernement de cohabitation, eh ben, voilà, qu'est-ce que fait dans ces cas-là un président de la République française qui est, selon la Constitution, le maître d'œuvre de la politique étrangère? Eh ben, il fait beaucoup de politique étrangère. C'est un avis que vous partagez, Patrick Stefanini? Oui, il y a quand même un petit bémol. La cohabitation, c'est le premier mandat de Jacques Chirac. Hein. Ah oui, vous avez raison, absolument. C'est 95-2002. Au contraire, il a les mains complètement libres à partir de 2002. Moi, je crois que Jacques Chirac, c'est d'abord un gaulliste. Donc sa politique étrangère, c'est celle d'un gaulliste, avec en avant l'indépendance de la France. Alors ça commence par la reprise des essais nucléaires. Il ne demande l'avis de personne. Il en va de la sécurité nationale. On l'a vu dans le petit film que vous avez projeté. Bien sûr, l'affaire de la guerre en Irak. Il affirme clairement que la France n'est pas aux ordres des États-Unis, qu'elle est capable de ne pas suivre les États-Unis. Il n'avait pas la crainte d'une rupture, justement, avec les États-Unis à cette époque-là? Non, parce que je rappelle que, en parallèle de cette décision très forte sur l'Irak, Jacques Chirac a autorisé l'ouverture de négociations avec les États-Unis sur un éventuel retour de la France dans l'OTAN. Alors ça ne s'est pas fait du temps de Jacques Chirac, ça va se faire plus tard du temps de Nicolas Sarkozy. Jacques Chirac avait posé des conditions qui n'ont pas été satisfaites au cours de ses 2 mandats. Je rappelle aussi qu'au moment du 11 septembre, Jacques Chirac est le premier chef d'État à se rendre à New York à un moment où les États-Unis sont frappés par une tragédie sans précédent. Donc non, Jacques Chirac, c'est pas quelqu'un qui est un adversaire des États-Unis, mais c'est quelqu'un qui s'inscrit dans une filiation gaulliste. Et dans une certaine idée de la grandeur de la France, c'est ça? Oui. Et puis, une France indépendante, une France aussi. Alors, il y a une autre dimension, me semble-t-il, dans la politique étrangère de Jacques Chirac, c'est qu'au fond, il connaissait très bien de nombreuses régions du monde. Il y avait cette passion, cet attachement très fort pour l'Afrique dont vous avez traité dans la première partie de l'émission. Pour le Japon également, oui. Pour le Japon, pour la Russie. Je rappelle que Jacques Chirac parlait le russe, qu'il a même traduit en français un ouvrage de Pouchkine quand il était jeune. Donc Jacques Chirac s'intéressait à toutes les parties du monde et il considérait que la France avait une vocation universelle, qu'elle était porteuse d'un message de paix, d'un message de conciliation entre des intérêts contradictoires. Mais on entend bien ça, Patrick Stefanini, mais je vous avais évoqué Mururoa, justement. Ça a été un vrai raté dans sa politique, justement, étrangère. Ça a été très condamné aussi à l'international, alors que, justement, quelques années plus tard, il dira que la maison brûle. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces 2 moments-là? Disons... C'est 2 sujets différents. Voilà. Je vais laisser répondre peut-être je pense que Stéphanie a raison. Sur la reprise des essais nucléaires, la France est maîtresse chez elle. Elle détient... C'est une question environnementale, quand même. Elle détient l'arme nucléaire. Cette arme nucléaire, on ne peut pas la laisser rouiller. Pour ne pas la laisser rouiller, il faut procéder à des essais. À l'époque, je crois, alors je ne suis pas un technicien, mais je crois que les progrès de la miniaturisation n'étaient pas tels qu'on puisse se dispenser de faire des essais nucléaires. Et Jacques Chirac, dès son élection, affirme la souveraineté française. Je crois que ça n'a rien à voir avec la vision qui a été la sienne en matière d'environnement. Et c'est vrai que dans ce domaine, il a été visionnaire. Il a été un des premiers leaders du monde occidental à appeler l'attention des opinions publiques sur la gravité des défis environnementaux. Il en a tiré les conséquences, parce que ce n'était pas seulement un visionnaire, c'était aussi un homme d'État. Il en a tiré les conséquences en inscrivant dans la Constitution française la Charte de l'Environnement. Marc Semo, sur la vision du monde de Jacques Chirac, quelle était-elle, selon vous, à la fin de son second mandat? Honnêtement, j'ai des doutes sur une véritable vision du monde. Simplement, il avait un certain nombre de principes, ce qui est différent. C'est-à-dire, un de ses premiers principes était celui du dialogue critique, c'est-à-dire la diplomatie, la politique étrangère est faite y compris, voire d'abord, pour parler à ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. Et c'est là où il s'opposait aux néoconservateurs, à cette vision des néoconservateurs qui est celle de l'exclusion. Ensuite, il faut voir aussi que à partir de 2004, ça commence à basculer. Jacques Chirac est contre la guerre d'Irak, à raison, avec Gerhard Schröder, avec les Russes d'ailleurs. Et de ce point de vue-là, il a été un visionnaire, parce qu'il voyait ce qu'allaient être les conséquences de cette guerre face à un Irak qui n'était pas une menace immédiate. Mais pour le reste, à partir de l'assassinat de son ami Rafik Hariri en Syrie, commence un basculement par les Syriens, où commence un basculement qui commence à le rapprocher un peu de positions plus atlantistes. Donc c'était avant tout un pragmatique. Mais
par exemple, toujours pour en revenir à l'Irak, bon, il était contre la guerre d'Irak, mais on a aussi rappelé... On arrive à la fin de cette première partie. On a aussi rappelé, il faut aussi rappeler qu'il avait été pendant très longtemps un grand soutien de Saddam Hussein, notamment pendant la guerre contre l'Iran. Et certains ont vu, dans ce refus de s'engager en Irak, un peu une fidélité à ses alliances passées avec quand même celui qui était un des pires dictateurs du monde arabe.